Tu postes 3 fois par semaine, tu as des piliers de contenu, tu fais scrupuleusement tous tes carousels et tes réels et tu te demandes encore pourquoi ça ne convertit pas à sa juste mesure. Et la triste réalité, c'est que tu joues un jeu qui est peut-être déjà perdu d'avance. Je sais, ça pique. Parce que en réalité, tu fais tout bien. Tu as lu tous les guides, tu as suivi les formations, tu as appliqué les templates, le fameux hook, valeur, call to action, la fameuse boucle parfaite, j'insiste. Et malgré ça, tes contenus ne font pas forcément l'effet souhaité. Pas de DM, pas de lead qualifié, pas de signature, juste du scroll et un petit peu de vide poli. Bonjour mesdames et bienvenue dans Magnétique, quand l'image devient signature. Je m'appelle Maïté et je suis fondatrice de Mello Studio et chaque semaine je te retrouve ici pour décoder les mécanismes de la perception et t'aider à transformer ton image en levier business. Et aujourd'hui, je ne vais pas te donner des conseils pour mieux faire ton personal branding ou ta création de contenu. Je vais te démontrer pourquoi le personal branding tel que tu le pratiques est un système périmé et je dirais même un cadavre stratégique que tout le monde continue de faire vivre. Aujourd'hui, je vais surtout te montrer ce qui va devoir le remplacer dès 2026. Donc installe-toi parce que dans 30 minutes, tu vas enfin avoir les clés pour que ta stratégie de contenu puisse enfin fonctionner et surtout arrêter de te dire que c'est de ta faute. C'était la faute du jeu qui justement était truquée. Je vais te poser une question. Si aujourd'hui on ouvre ton Insta, qu'on tape n'importe quel mot-clé de ton secteur, essaye de me dire, ou en tout cas de prendre une feuille et de noter, quels sont les 10 premiers comptes qui vont apparaître. Et dis-moi ce que tu vois. Généralement, tu vois plus ou moins la même chose. Les mêmes hooks, les mêmes carousels, les mêmes structures de posts, les mêmes 5 erreurs que tu fais, les mêmes ce que personne ne te dit, ou ce que moi j'ai fait qui a tout changé. Les mêmes couleurs parfois, les mêmes typos, les mêmes formats et surtout les mêmes call to action. En fait, on voit un mur de contenus qui parfois sont identiques, portés par des personnes pourtant très différentes, mais qui disent toutes la même chose avec un petit peu la même sémantique, les mêmes mots. Et ça a un nom. Ça s'appelle l'isomorphisme institutionnel. Alors, comme d'hab, tu commences à avoir l'habitude dans le podcast Magnétique, je vais t'expliquer. Il y a 2 sociologues américains, Paul Dimago et Walter Powell, qui ont publié un article qui justement parle de ça. Quand les organisations évoluent dans le même environnement et qu'elles sont soumises aux mêmes codes sociaux, aux mêmes pressions, aux mêmes normes, aux mêmes modèles de succès visibles, elles vont converger et elles vont devenir parfois identiques. Alors c'est pas par choix, mais c'est par pression systémique. Et justement, ces 2 sociologues ont identifié 3 mécanismes. Alors, le premier mécanisme, c'est l'isomorphisme coercitif. Désolée pour les termes, mais je vous avais promis qu'on amènerait de la science. En fait, les plateformes vont imposer leurs propres règles. L'algorithme d'Insta, il récompense certains formats. On est tous au courant, même si on ne maîtrise pas tous les codes. Mais du coup, tout le monde va adopter les fameux formats qui fonctionnent. Le deuxième mécanisme, c'est l'isomorphisme mimétique. C'est-à-dire que face à l'incertitude, qu'est-ce que je dois poster ? Qu'est-ce qui fonctionne ? On va faire un petit peu de la copie créative de ce qui semble marcher chez les autres. Et du coup, on va regarder celles et ceux qui ont des résultats et on va tenter de reproduire. Troisième mécanisme, c'est l'isomorphisme normatif. Les formations, les coachs, les consultants, les masterclass, bref, tous ces éléments vont diffuser des méthodes plutôt similaires. Les mêmes templates, les mêmes piliers de contenu, les mêmes stratégies pour faire ces piliers de contenu. Et du coup, tout le monde sort du même moule. Résultat, on se retrouve avec une uniformité globale et généralisée dans un même écosystème. Du coup, tu n'es pas en train de te différencier quand tu vas suivre un schéma de personal branding qu'on t'a enseigné. Tu es en train de converger et de te fondre dans la masse. Et le pire, c'est que tu le fais avec beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline et beaucoup d'énergie. Et justement, c'est sûrement une des choses qui fait que on peut saluer ta discipline, c'est que tu es extrêmement rigoureuse là-dedans. Mais du coup, tu es rigoureuse dans ta propre disparition. Donc on peut faire un exercice envers toi-même cette fois-ci. Si on ouvre ton feed Insta et qu'on regarde tes 10 derniers posts, ou au moins tout ton feed qu'on voit sans scroller, retire ton nom, retire ta photo,
et essaye de te poser vraiment la question, est-ce que quelqu'un pourrait savoir exactement qui a écrit ces posts? Si la réponse est non, et que ça pourrait être un de tes concurrents, qu'on pourrait même pas différencier vos deux types de formats, vos typos, votre charte graphique, vraiment tout votre univers visuel et ce que vous dites, si la réponse est non, et c'est le cas pour 90% des entrepreneurs que je rencontre, bah alors t'as pas une stratégie de contenu. Tu as réalisé un exercice de conformité. Et ça, c'est pas du personal branding, c'est de l'effacement industriel. Et en fait, c'est souvent lié au fait d'une copie créative, pour parfois pas parler de plagiat, mais en fait, on va vraiment aller recopier et essayer de ramener à sa sauce ce qui fonctionne chez les autres. Ou en tout cas, ce qu'on a l'impression de se dire qui fonctionne. Parce que des fois, il y a beaucoup de viralité, mais on n'a aucune idée de la conversion de la personne derrière. Moi, la première, des fois, j'ai des posts avec très peu d'engagement, mais un taux de conversion qui est invisible au niveau des statistiques Insta, et surtout invisible quand on fait de la copie créative et qu'on espionne un petit peu les comptes concurrents. Et pourtant, ce taux de conversion, c'est lui qui m'amène mes clients. Et à l'inverse, j'ai aussi des posts qui ont eu extrêmement de viralité, mais qui n'ont rien converti derrière. Donc vraiment, essayer de copier dans son secteur et dans son propre écosystème, c'est vraiment ce qui va mener à ta perte. Maintenant qu'on a posé ces bases-là, j'aimerais qu'on parle justement de ce jeu de copie créative qui te coûte réellement. Parce qu'en fait, ça ne te coûte pas que du temps, ça ne te coûte pas que de l'énergie, ça te coûte en capital symbolique. On en a parlé la dernière fois. Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français, c'est une des figures les plus importantes dans les sciences sociales au niveau du XXe siècle, qui a développé ce fameux concept du capital symbolique. C'est la crédibilité accumulée. C'est vraiment ta réputation qui te précède. Et c'est ce que les gens vont savoir de toi avant même de t'avoir rencontré. Ce qu'ils ont entendu dire sur toi. C'est l'autorité invisible qui fait que quand tu parles, on va écouter. Quand tu vas proposer quelque chose, on va avoir envie d'accepter et d'aller dans ton sens. Et que quand tu factures, on ne négocie pas. Le capital symbolique, c'est un petit peu ton matrimoine, pour les femmes, de perception. Et le personal branding classique, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, détruit drastiquement ce capital symbolique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le premier mécanisme dans le personal branding actuel qui détruit tout ça, c'est la surexposition de surface. Le personal branding te dit de poster tout le temps, d'être partout, d'occuper l'espace. Story, réel, post, live, newsletter, masterclass. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es partout, tout le temps, avec du contenu qui ressemble à celui de tout le monde? En fait, tu deviens juste du bruit dans la masse. Et tu deviens un peu du flux dans le flux. Tu es présente, mais tu n'es pas remarquable. Tu es visible, mais tu n'es pas mémorable, magnétique. Deuxième mécanisme, c'est la réduction au contenu. Le personal branding, en fait, il réduit toute ta figure d'autorité, tout ton leadership entière à ton contenu. Tu es celle qui poste des carousels sur le leadership féminin ou celle qui fait des réels sur la stratégie LinkedIn. Tu n'es plus une leader ou une figure d'autorité. Tu es un format. Et personne n'achète un format. Les gens achètent un leader d'opinion, une présence, une autorité incarnée. Et c'est ça la nuance. Troisième mécanisme, la course au flux, justement. Le personal branding te met sur un tapis roulant où tu dois produire constamment pour rester visible. 3 à 5 posts par semaine, 5 stories par jour, un réel par semaine, et encore je suis vraiment sympa sur les recommandations. Et si tu t'arrêtes, on te fait comprendre que tu disparais. L'algorithme te punit, ton audience t'oublie, tu n'existes que si tu produis. Et il y a une part de vérité là-dedans, c'est factuel. Mais c'est pas ça l'autorité. Ça, c'est de la dépendance à l'algorithme. Et il y a un quatrième mécanisme plus sournois, qu'un sociologue encore sur les travaux de l'exposition a pu mettre en place. Et en fait, il montre que la répétition augmente la familiarité et la préférence. Mais c'est là que ça devient crucial, parce que ça devient familier et préférenciable uniquement si le signal initial est positif ou neutre. Donc, si ton signal initial est négatif, donc si la première impression que tu envoies est incohérente, brouillonne, sous ton juste niveau d'expertise, d'ambition ou d'impact, alors la répétition ne va pas faire augmenter ta crédibilité. Elle va ancrer l'incohérence, elle va cimenter
la mauvaise première impression et perception qu'on a de toi. Chaque post supplémentaire, chaque story, chaque réel vient renforcer dans le cerveau de ton audience une image qui te dessert. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu postes avec un signal non aligné, plus tu vas détruire ton capital symbolique. Tu ne vas pas mieux construire ta marque ou être plus visible. Tu vas ancrer une version dégradée de ton business et de toi-même dans la mémoire de ton marché. Et c'est l'ironie suprême du personal branding classique, c'est qu'on te promet la visibilité, on te livre la visibilité, mais une visibilité qui ne te rend pas service. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu te rends compte que tu n'as peut-être pas assez de visibilité à ton goût, peut-être pas assez de conversion, que des fois tu vas te dire « Ok, moi je n'ai pas le temps de passer plus d'énergie et de temps qui n'est pas ma zone de génie à créer du contenu. Donc je vais prendre un community manager. Un community manager qui va pouvoir poster pour moi 5 à 6 fois par semaine, créer mon contenu, voire même refaire mon univers de marque. Et en fait, tu vas avoir peut-être plus de visibilité, mais si le signal que tu envoies, comme je t'explique, n'est pas le bon, tu n'auras pas plus de conversion. Donc, tu vas peut-être reprocher à ton community manager ou au graphiste que tu as pris pour revoir un petit peu ton univers visuel des résultats qui ne sont pas de leur fait. Et c'est pour ça que travailler en surface et travailler à augmenter la portée de son message, si au départ on n'a pas d'abord travaillé sur ce qui a amené la crédibilité de ton signal, c'est une erreur. Et une erreur qui coûte très cher. Je vais maintenant te donner la distinction la plus importante que tu entendras sûrement dans tout le podcast. Et elle tient en 2 mots. C'est flux vs infrastructure. Le flux, c'est tout ce qui est éphémère. Tes posts, tes stories, tes réels, tes newsletters, les masterclass, etc., les lives. Le contenu existe le temps d'un scroll et il va nourrir l'algorithme pendant 48 heures et disparaître. Le flux, c'est un petit peu le tapis roulant, c'est la course. C'est le « si j'arrête de poster, j'arrête d'exister ». Alors que l'infrastructure, c'est tout ce qui va travailler pour toi quand tu ne travailles pas. Ta photo de profil, ta bio, ton univers visuel, ta posture en visio, tous tes signaux d'autorité sur LinkedIn, la cohérence de ton identité quand quelqu'un te rencontre physiquement pour la première fois, ton style vestimentaire, la clarté que tu as toi-même sur ton identité et les facettes authentiques de toi qui servent vraiment ton business, ton territoire de marque digitale bien évidemment, ton branding. L'infrastructure, c'est vraiment l'image qui va rester quand le contenu, lui, a disparu. C'est la perception de toi et de ton business qui se forme en 3 secondes, les fameuses 100 millisecondes de Todorov, qui posent le filtre de crédibilité et qui va colorer ensuite tout ce que tu publies. Et aujourd'hui, le marché du personal branding ne te dit jamais que le flux sans infrastructure est un investissement à perte. Tu peux poster le meilleur contenu du monde. Si la personne qui tombe sur ton profil arrive et voit, encore une fois, un style vestimentaire copié au code de ton écosystème, une photo floue, une bio générique, l'illustration d'une identité qui n'est pas claire et stratégique, un univers visuel incohérent, des signaux qui disent, en tout cas sûrement pas étiquette, mais peut-être milieu de gamme ou babypreneur, le filtre, il est posé. Et ton contenu, il va être lu à travers ce filtre. Tu peux écrire un post génial. Il sera lu comme un post de quelqu'un de pas encore là. Et inversement. Et c'est là que ça devient puissant. Parce que l'infrastructure, sans flux, elle fonctionne. Je te donne un exemple concret. Il n'y a pas longtemps, et c'est un schéma qu'on revoit mais à l'infini, j'ai onboardé une nouvelle cliente. Une cliente qui venait de refaire tout son univers de marque, tout son territoire graphique. Elle s'était fait accompagner par une graphiste de la réflexion de sa marque, au nom, aux couleurs, aux typos, à la charte graphique vraiment de A à Z. Et elle a commencé à avoir plus de visibilité parce qu'elle a aussi pris une community manager. Mais pas plus de conversion, pas plus de ventes. Et du coup, forcément, un chiffre d'affaires qui était un petit peu en décalage parce qu'elle avait beaucoup investi sans rentrée supplémentaire. À l'inverse, j'ai une cliente que j'ai eue cette fois-ci uniquement en audit, que je n'ai pas accompagnée,
qui m'a partagé que elle, en fait, elle avait réfléchi à toute sa stratégie identitaire avant, justement, de faire cet accompagnement graphique, cet accompagnement au niveau d'une community manager. Et elle, je ne l'ai pas accompagnée parce qu'elle avait déjà fait le chemin. C'est rare, mais en tout cas, c'est très appréciable quand il y a des entrepreneurs qui ont eu vraiment cette conscience d'esprit de se dire qu'il fallait d'abord travailler ce qui allait rendre leurs signaux crédibles avant de venir illustrer dans un territoire de marque, dans un graphisme ou de vouloir augmenter la portée de tout ça avec de la visibilité, accompagnée pourquoi pas d'un community manager. Et c'est ce qui fait la différence entre ces deux femmes au niveau de leurs résultats. Et ce qui a été super intéressant, c'est que quelques temps après, j'ai reparlé avec cette cliente que je n'avais pas signée et on a comparé avec celle que j'ai signée. Celle que j'ai signée, la reine du flux, elle a gagné 8000 abonnés quand elle a fait ce travail avec sa community manager. Mais sa conversion en appel était à 12%. Elle était épuisée et elle comprenait pas pourquoi ça marchait pas. Et quand on a fait ce travail toutes les deux, on est passé à 38% de conversion. Elle a pris beaucoup moins d'abonnés, mais elle a fait des ventes. La femme que j'avais pas accompagnée, en revanche, elle avait pris que 200 abonnés sur les 6 derniers mois, mais son taux de conversion en appel était à 48%. Et elle m'expliquait qu'elle recevait régulièrement des DM de prospects qui lui disaient « Je veux travailler avec toi. J'ai même pas besoin d'être convaincue, comment est-ce qu'on bosse ensemble ?» Et elle me disait peut-être que 2 heures par semaine sur son contenu. Et elle avait triplé ses tarifs. Et en fait, cette femme, elle avait déjà fait tout le travail que je propose. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est pas le volume qui convertit, c'est le signal. L'infrastructure, elle fait le travail 24 heures sur 24, 7 sur 7. Ton profil, ton image, ton identité, ton territoire de marque travaillent pendant que tu dors. Et tous ces signaux-là travaillent pendant que tu ne postes pas. Donc, il faut arrêter de confondre la course à la visibilité aux abonnés si derrière, le taux de conversion et de vente ne suit pas. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de courir et tu commences à construire et à bien différencier flux et infrastructure. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est si le personal branding tel qu'on le connaît aujourd'hui est mort, qu'est-ce qu'il remplace ? Eh bien justement, ce qu'il remplace, ce n'est pas un meilleur personal branding, ce n'est pas même une version 2.0 du même jeu. C'est un changement de paradigme. Et c'est ce qui s'appelle, encore une fois en psychologie, le sovereign brand, une marque souveraine. Le personal branding, c'est un exercice de communication. Tu vas construire un message, tu vas le diffuser et tu vas espérer qu'il accroche. La marque souveraine, c'est très différent. En fait, tu ne vas pas communiquer qui tu es. C'est un système d'incarnation stratégique. Tu vas incarner ce message. Et cette incarnation, ça devient ton actif le plus puissant. Et la différence, elle est radicale. Et elle repose sur 3 grands principes. Le principe numéro 1, c'est la souveraineté avant la visibilité. La crédibilité avant les vues. Le personal branding, lui, il va te dire « sois visible, poste, apparaît, occupe l'espace ». La crédibilité, donc la marque souveraine, elle te dit « sois crédible et légitime d'abord. Pose ton leadership, affirme-toi comme figure d'autorité. Définis ce que tu incarnes, clarifie ce que le marché doit percevoir de toi et seulement ensuite, rends visible ce message-là et ton identité. » La crédibilité, c'est ne plus dépendre d'un algorithme pour exister. C'est ne plus avoir besoin de poster 3 fois par semaine des trends pour être perçu. C'est avoir une présence et une identité tellement claire, tellement lisible, tellement cohérente, que même si tu disparais un petit peu d'Insta pendant quelques semaines, les gens savent exactement qui tu es et ce que tu représentes. Et d'ailleurs, les vraies références de ton marché, celles que tu admires, celles qui signent les gros mandats, est-ce qu'elles sont sur le tapis roulant du contenu tous les jours ? Est-ce qu'elles font des réels chaque jour ? Non. Elles apparaissent plusieurs fois par semaine, et surtout quand elles veulent, où elles veulent, et quand elles ont un vrai message à faire passer. Et quand elles disparaissent, ça compte, certes, mais ça n'impacte pas leur business parce que leur crédibilité est déjà posée. La figure d'autorité et le leadership est lisible. Et leur présence ne dépend pas de la fréquence de publication. Attention, petit disclaimer, si vous êtes débutant et que vous lancez votre business, il faut absolument jouer sur le jeu du tapis roulant. Il faut que vous publiez tous les jours en vous basant sur les neurosciences
et non sur les trends pour pouvoir créer votre crédibilité et votre autorité sur un marché qui ne vous connaît pas encore. Mais pour ces femmes que j'accompagne qui sont déjà justement ancrées dans leur marché, qui ont déjà un business model qui fonctionne, qui sont déjà dans ce schéma de référence de leader d'opinion, on ne doit plus fonctionner avec ces codes-là. Et c'est ça la différence. Deuxième principe, l'infrastructure avant le flux. On a déjà parlé, mais je vais enfoncer le clou parce que c'est vraiment crucial. Avant de poster quoi que ce soit, il faut construire les fondations. Et c'est ce que moi j'appelle la stratégie identitaire. Que ce soit ta photo de profil, ta bio, ton univers visuel, ta posture, tes signaux d'autorité sur chaque plateforme, la cohérence entre ce que tu montres en ligne et ce que tu incarnes en vrai. C'est toute la stratégie autour de ton identité qui doit être maîtrisée. Pense à ça comme une maison. Le personal branding, c'est peindre les murs avant de couler les fondations. Ça peut avoir l'air joli pendant quelques semaines, mais si tout s'écroule, on comprend d'où vient le problème. Alors oui, couler les fondations, c'est plus long, c'est plus compliqué, c'est moins visible au début. Mais ensuite, quand tu montes les murs, ils tiennent. Et pour des années et des années et des années. Et les données le confirment. Toutes mes clientes qui ont fait ce travail de stratégie identitaire d'infrastructure dans les 6 dimensions du studio, donc identité, communication non verbale, prise de parole en public, art oratoire, média training, posture, style, beauté holistique, territoire de marque, digital, intégration business, tout ça avant de relancer leur stratégie de contenu, avant d'aller chercher la visibilité. Et ces femmes-là, elles voient 3 à 5 fois plus de résultats. Pas parce que leur contenu est meilleur, justement, mais parce que le filtre à travers lequel leur contenu est reçu a changé. Parce que l'infrastructure a posé un vrai signal d'autorité. Et tout ce qu'elles publient est désormais lu à travers ce signal-là. Troisième principe, la singularité comme stratégie. Le personal branding te dit, voici les bonnes pratiques, suis-les. Quand on crée une marque souveraine, ta singularité est ta stratégie, ce qui te rend irréductiblement toi. Ta voix, ta vision, ta posture, ton univers, ta façon unique de voir ton marché, toute ta zone de génie, c'est ça ton avantage concurrentiel. Pas les templates, pas les stratégies qu'on te donne, toi. Et ça ne se trouve pas dans un cours de personal branding. Ça se trouve dans un travail identitaire profond. Qui tu es vraiment, pas le personnage que tu joues en ligne, pas le rôle de l'experte, toi. Ce que tu crois, ce que tu refuses, ce contre quoi tu te bats, ce que tu incarnes avec beaucoup de crédibilité, ce que tu te prêtes à défendre corps et âme, même si ça te rend impopulaire. Et les figures d'autorité, les leaders d'opinion que le marché retient, ne sont pas celles qui suivent les règles. Ce sont celles qui posent les leurs. Et ça commence par savoir exactement qui on est, ce qu'on représente. Pas dans un positionnement marketing, quels sont mes piliers de contenu, mais dans ses tripes. Et vraiment, cette capacité à se dire, maintenant, il ne faut plus voir qui sont les top 1% de mon marché, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, et comment je vais m'approprier leur code pour moi aussi faire partir du top 1%. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ok, ces codes-là, je m'en suis servi, je les ai utilisés et c'est ce qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Mais maintenant, il est temps de créer mon propre marché. Mon océan bleu est vraiment la niche de la niche. J'arrête de me conformer aux codes et aux diktats de mon écosystème et je crée mes propres codes. Et c'est ça qui va faire toute la différence et c'est exactement ce qu'on fait chez Mello Studio. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de l'éléphant dans la pièce. Quelque chose qui est omniprésent aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Parce que si le personal branding était déjà mourant, l'IA est en train de lui administrer le coup de grâce. Voici ce qui se passe, à mes yeux en tout cas, et ce que moi je vois de manière évidente, c'est que ChatGPT, Claude, Gemini, tous ces outils produisent du contenu, du bon contenu, du contenu structurel, avec des hooks, des piliers, avec des carousels structurés. Ils le font en 1 minute, pour 0 €. Bien évidemment, la plupart d'entre nous ont des plans payants. Mais qu'est-ce qui se passe quand tout le monde a accès au même outil de production de contenu ?
on en revient à l'isomorphisme, celui de Dimago et Powell, qui nous explique qu'on se ressemble tous. Et ça s'accélère de façon exponentielle. Et on est en train de tous converger. Et ce qui à l'époque prenait des mois prend désormais des jours. Les hooks que tu mettais 1 heure à écrire, ton IA les génère par dizaines en 1 minute. Les carousels que tu designais avec soin, l'IA les structure en un clic. Les templates, les frameworks, les méthodes, tout est identique aujourd'hui. Et tout devient interchangeable. Et en plus aujourd'hui, pour ceux qui ont l'œil vraiment, on reconnaît instantanément les choses qui ont été faites avec l'IA, que ce soit le design, les mots, le fameux tiret qu'on peut plus voir de partout. C'est vraiment quelque chose qui est omniprésent aujourd'hui. Et ça veut dire que le contenu, en soi, ne vaut plus rien. Il est vraiment banalisé avec les mêmes termes. N'importe qui aujourd'hui peut produire du contenu de bonne qualité sur presque n'importe quel sujet en quelques minutes. Donc, la valeur du contenu en tant que tel, aujourd'hui, est proche de zéro. Et le personal branding, c'est quoi ? C'est une stratégie qui repose sur le contenu, sur la production régulière de contenu, sur la qualité du contenu. Donc si la valeur du contenu aujourd'hui est proche de zéro, la valeur du personal branding classique est proche de zéro. Et en fait, ça, on peut rien y faire. Par contre, on peut essayer de comprendre ce que l'IA ne peut pas reproduire. Et ce que l'IA ne peut pas reproduire, c'est toi, c'est ta figure d'autorité, ton leadership. C'est la personne derrière le contenu. C'est la singularité d'une présence. C'est l'incarnation d'une vision. C'est le signal que tu vas envoyer quand quelqu'un tombe sur toi. Ça, aucun algorithme ne peut le fabriquer. Et c'est exactement là que la bascule doit se faire aujourd'hui, particulièrement en 2026. Les entrepreneuses qui continuent à jouer le jeu du personal brand, classique, contenu, elles vont être balayées. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme creux en ce moment dans les métiers de l'accompagnement en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont surfé sur ce marché, mais qui ne sont pas bons. Et que leur avantage concurrentiel qui fonctionnait à l'époque, la capacité à produire du contenu régulièrement, vient d'être démocratisé à l'échelle planétaire. Donc en fait, celles qui investissent dans leur infrastructure, dans la souveraineté de leur marque, vont prendre un avantage concurrentiel disproportionné. Parce que dans un monde où le contenu est devenu banalisé, le leader d'opinion derrière, la figure d'autorité humaine, devient le seul actif rare, la seule chose qui ne peut pas être copiée et automatisée. Donc l'IA ne tue pas la stratégie de contenu. Elle tue la stratégie de contenu déconnectée d'une figure d'autorité. Elle rend l'infrastructure non seulement importante, mais surtout existentielle. Et je vais aller plus loin, l'IA n'accélère pas seulement l'uniformisation du contenu, elle accélère l'uniformisation des signaux. Les templates Canva générés par IA, les photos retouchées par IA, les bios réécrites par l'IA, même les stratégies de personal branding concoctées par l'IA, qui produisent évidemment les mêmes recommandations pour tout le monde, puisqu'elles s'appuient sur les mêmes données d'entraînement. Tu vois le cercle vicieux où je veux en venir ? L'IA apprend sur le contenu existant, et donc elle va reproduire les stratégies dominantes. Elle va donc générer du contenu qui ressemble à ce qui existe déjà, qui est ensuite consommé, imité et réutilisé encore et encore. Et le cycle continue. Et l'isomorphisme s'auto-alimente. La machine à uniformiser tourne à plein régime. C'est quelque chose que j'ai observé depuis quelques temps et j'avais envie de mettre des mots dessus pour justifier un petit peu, en tout cas moi, mon opinion et mon point de vue là-dessus. Je pense que dans ce contexte, miser sur le contenu comme avantage concurrentiel et la quantité de contenu, c'est comme miser sur la vitesse de frappe à l'ère du traitement de texte. Le jeu, il a changé. L'avantage, aujourd'hui, il est ailleurs. Et cet ailleurs, c'est ton autorité, ta crédibilité. Le fait que tu deviennes leader d'opinion et que tu incarnes un signal humain, c'est ton irréductibilité. Et c'est là que du coup, je veux te parler de l'erreur que j'observe et que je vois le plus souvent. Cette erreur fatale, à mon sens, c'est celle qui neutralise tout le reste. Parce qu'en fait, l'immense majorité des entrepreneurs commencent par le calendrier éditorial. Elles se disent « Ok, début de semaine, c'est mon CEO Day, il faut que je poste. » Alors elles cherchent des idées de contenu. Elles vont définir des piliers de contenu et elles vont créer un planning sur ça.
Lundi, post éducatif. Mardi, témoignage client. Mercredi, rééducatif. Jeudi, perso. Et vendredi, storytelling. Elles exécutent rigoureusement pendant des semaines, des mois, et rien ne se passe. Parce qu'elles ont construit, si j'imite encore l'histoire de la maison, le toit avant les fondations. Elles commencent par du flux sans poser l'infrastructure. Et là, dans l'exemple que je vous ai donné, en plus, elles ne se basent pas sur les neurosciences, donc ça ne peut absolument pas marcher. Elles ont commencé par communiquer sans savoir ce qu'elles devaient incarner pour servir leur grande vision. C'est comme écrire un discours avant de savoir qu'est-ce qu'on veut faire ressentir et comment on veut être perçu. Les mots sonnent creux. Pas parce qu'ils sont mal écrits, mais parce qu'ils ne sont pas ancrés dans un leadership et une figure d'autorité claire. Le socle identitaire, c'est le travail que personne ne veut faire. Pas parce qu'il est forcément difficile, mais parce qu'il est invisible. Il ne se voit pas sur Insta. Il ne génère pas de likes. Il ne nourrit pas l'algorithme. Mais c'est lui qui rend tout le reste possible. Le socle identitaire, c'est répondre à ces questions avec une précision chirurgicale. Qui je veux être sur mon marché? Qu'est-ce que je veux faire ressentir? À qui je veux parler? À quoi je veux être identifié? Qu'est-ce que je veux créer? Et pas je suis coach en quelle est la figure d'autorité que je vais être? Je vais être leader d'opinion dans quel secteur? Quelle est la vision unique que j'incarne et que je veux développer sur mon marché? Qu'est-ce qui me rend irréductiblement moi? Pas mes compétences, parce que les compétences, elles sont réplicables. Ma singularité, ma posture, mon regard, ma manière de voir les choses, ce que je crois, ce que je refuse, ce que je représente quand je ne suis pas en train de parler. Quelles sont les facettes authentiques de ma personnalité, de mon identité, de ma personne, que je vais devoir mettre en avant pour incarner ma grande vision, pour incarner la transformation que je propose à mes clients à 360 degrés. C'est vraiment poser les 6 dimensions de son business pour avoir cette clarté chirurgicale. Travailler sur sa stratégie identitaire. Ensuite, venir travailler tout ce qui réside dans l'invisible. Les blessures, les blocages, les injonctions sociétales, familiales, culturelles, patriarcales qui conditionnent notre capacité à prendre notre place sur le marché, à assumer le jugement, le regard de l'autre, à assumer sa grande vision, son impact et son ambition, mais aussi toute la communication non verbale, aussi bien dans la posture que dans l'art oratoire et tout ce qui va concerner les prises de parole, le style signature, la beauté holistique et physiologique, être bien dans son corps, le territoire de marque et toute la partie digitale de son image, donc son branding, et l'intégration business. Et aligner tout ça. Et que absolument tout raconte la même histoire. Je pense qu'on a fait assez de théorie et j'ai envie de te donner un exercice concret, pratique, que tu vas pouvoir faire dès que cet épisode sera terminé pour vraiment pouvoir observer exactement où tu en es. C'est un test qui se fait en 3 étapes. Donc je t'invite à prendre un papier où tu vas pouvoir prendre des notes et répondre honnêtement. Tu peux aussi le faire en note vocale. L'idée, c'est de ne pas donner la réponse, on va dire un peu narrative, mais de donner la vraie réponse. On va refaire cet exercice de l'anonymat. Si tu vas sur ton profil Insta ou LinkedIn et que tu regardes les 10 premiers posts, fais cet exercice mental comme tout à l'heure, mais fais-le correctement où tu vas retirer ton nom, retirer ta photo de profil et donne les 10 posts à quelqu'un qui ne les connaît pas. Est-ce que cette personne pourrait identifier que c'est toi qui as écrit ces posts? Est-ce qu'il y a quelque chose, un angle, une voix, une perspective, un regard, une manière de parler, un territoire de marque qui fait qu'on pourrait te reconnaître? Ou est-ce que ces posts pourraient avoir été écrits par n'importe qui dans ton secteur, voire ChatGPT? Si tes posts sont interchangeables, tu n'as pas une marque souveraine aujourd'hui, tu as juste du contenu qui parle à ton marché. Et du contenu sans figure d'autorité humaine derrière, sans leadership, ça ne convertit pas. Ça occupe de l'espace. Donc, je t'invite à être honnête avec toi-même et à faire l'exercice avec quelqu'un qui ne te connaît pas trop. Sinon, ça sera biaisé. Ça, c'est le premier diagnostic. Le deuxième test, on ouvre ton profil, vue complète. Donc là, on regarde photo, bio, les stories à la une, les premiers posts épinglés. Et on se pose cette question. Si quelqu'un tombe
sur ta page pour la première fois et qu'il ne te connaît pas du tout, est-ce qu'en 3 secondes, 3, hein, il sait à quel niveau il a affaire? Est-ce qu'il est capable instantanément de savoir à qui tu parles, qu'est-ce que tu fais exactement, plus ou moins selon lui ta grille tarifaire, et si tu es débutant ou avancé? Est-ce que la personne va se dire ok référence ou babypreneur en construction? Est-ce qu'elle se dit autorité et clarté ou je suis en train d'essayer un petit peu de broder avec ce que j'ai trouvé sur Canva? Est-ce que ce profil dit tout et rien à la fois? Attention, dans les secteurs très spirituels, ésotériques, c'est souvent ça. On utilise des mots que nous-mêmes comprenons, mais pas la cible. Et l'univers visuel, est-ce qu'il y a une identité propre ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble au marché en général? Et le troisième exercice, c'est le test du delta. Pense à la personne de ton marché que tu considères comme la référence. Celle que tu admires, peut-être avec un peu d'amertume parfois, celle qui signe les gros mandats. Ouvre son profil et compare. Pas son expertise parce que tu es peut-être meilleur qu'elle, ou en tout cas vous avez des approches différentes. Mais compare les signaux, compare la lisibilité, la cohérence, la fameuse infrastructure. Est-ce que tu vois un écart entre ce que tu vois chez cette personne et ton profil? Ça, c'est l'écart de perception. C'est la distance entre ce que tu vaux réellement et ce qu'on perçoit de toi. Et c'est exactement ce delta qui te coûte en conversion, en tarif, en opportunité, en énergie. Et on en revient à ce schéma un petit peu de warm and compétence où en fait il faut amener de la confiance dès les propres signaux qu'on envoie. Sur l'axe vraiment chaleureux, empathique, est-ce que ta présence inspire la confiance justement? L'ouverture, la bienveillance, la connexion? Et sur l'axe compétence, est-ce que tes signaux disent experte ou débutante encore une fois si on généralise? Et surtout, est-ce que les deux sont alignés? Parce que tu peux avoir l'air extrêmement compétente mais complètement antipathique. Et ça marchera pas non plus. Et à l'inverse, hyper accessible et totalement débutante. Si tu vois un écart, l'idée c'est pas de le rationaliser du genre oui mais les gens connaissent mon travail, ils passent au-dessus de ça. Non, les nouveaux prospects te connaissent pas. Ils connaissent pas ton travail, ils voient juste tes signaux et ce que tu renvoies. Et c'est à ça qu'ils vont s'accrocher et donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Maintenant on va parler de quelque chose d'un peu plus fun. C'est qu'est-ce qui se passe justement quand tu fais ce travail-là, ce travail de structure, quand tu vas travailler sur une marque souveraine, crédible et légitime, et quand l'infrastructure est correctement construite. Parce que je te donne des exercices, je te donne même toute la théorie et toutes les sources qui justifient scientifiquement ce que j'avance, mais au-delà de ça, je le vois moi, chaque mois, chez mes clientes. Aujourd'hui, on est à plus de 260 femmes accompagnées, et ce qui change, c'est d'abord la vitesse. Tout va s'accélérer. Les cycles de vente raccourcissent parce que les prospects arrivent préconvaincus. En moins d'une semaine, ils sont capables de signer des contrats à 5 chiffres. Elles ne viennent plus pour découvrir ce que tu proposes. Elles viennent pour commencer le plus vite possible. Il n'y a pas d'appel découvert de 60 minutes. On a plutôt un simple échange formel pour rendre crédible l'onboarding. Et on est sur 15-20 minutes. Et il se conduit toujours avec crédibilité et il se conclut, encore une fois, toujours par un oui. Ce qui change aujourd'hui, c'est le niveau des opportunités. Tu ne vas plus prospecter dans le sens où tu vas chercher les opportunités, les missions. Toutes ces choses-là viennent à toi, en organique. C'est des sollicitations entrantes permanentes, des invitations à prendre la parole, des conférences, des scènes, des interviews, des collaborations stratégiques. Pas parce que tu postes plus, parce que les signaux que tu envoies attirent. C'est cette aura magnétique, parce que ta figure d'autorité est lisible, parce que le capital symbolique que tu as construit te précède. C'est ta réputation qui travaille en continu sans que tu interviennes. Et ce qui change aussi, c'est tes tarifs. Pas parce que tu augmentes un chiffre sur ta page de vente, parce que ton image tient le prix. Parce que quand quelqu'un voit tes signaux, il ne négocie pas. Le prix semble évident. Et mes clientes, elles ont multiplié régulièrement par 1,5 à 3 fois leur prix. Pas en ajoutant de la valeur à leur offre, mais en rendant visible et crédible la valeur qui était déjà là. Et ce qui change, et c'est peut-être le plus important, c'est l'énergie. En fait, tu arrêtes de courir, tu arrêtes de surprouver, tu arrêtes de compenser par le volume, le tapis roulant, ce que la perception, donc l'infrastructure, ne peut pas faire à ta place. Tu poses et cette posture-là, elle se voit, elle se ressent et elle attire.
Et c'est un cercle vertueux parce que plus tu incarnes, moins tu forces. Plus les résultats vont venir naturellement à toi. Et tu sais quelle est la phrase que j'entends le plus souvent après avoir accompagné des clientes? C'est pas mes tarifs ont augmenté, même si c'est vrai. C'est pas non plus j'ai plus de clients, même si c'est vrai aussi. La phrase que j'entends le plus, c'est pour la première fois, mon image raconte qui je suis vraiment. Je ne me suis jamais sentie aussi alignée, aussi puissante. Les choses qui me semblaient vertigineuses en termes d'objectifs de croissance me semblent accessibles aujourd'hui. Parce que mon image raconte enfin qui je suis. Et quand le monde te perçoit enfin comme tu es, à ton juste statut, tout le reste suit. Les chiffres, les opportunités, la posture, la sérénité. Et c'est ça en fait de construire une marque souveraine. C'est pas juste une stratégie marketing, c'est de l'alignement. Et ça ne se poste pas, ça s'incarne. Et tu sais ce que ça change aussi? La charge mentale. Cet espace de poids permanent, surtout chez nous les femmes, où en plus il faut que je poste, il faut que je sois visible, il faut que je produise au milieu de la nuit, entre deux biberons si vous avez des enfants, et bien ça disparaît. Parce qu'en fait, on ne crée pas plus de contenu, mais parce que notre contenu n'est pas le seul véhicule de notre crédibilité. Notre infrastructure, notre stratégie identitaire travaille pour nous. Et du coup, tu es libre de créer et de produire à la juste fréquence. Le tapis roulant s'arrête. Et la souveraineté incarnée commence. Alors, j'insiste encore sur le fait que si vous êtes débutant, je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast, mais tout mon contenu n'est pas fait pour vous. Aujourd'hui, le message que je propose et l'opinion très tranchante que j'ai sur tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui sont déjà particulièrement avancés dans leurs résultats. C'est des femmes qui ont déjà un business model ancré, qui fonctionne, validé. C'est des femmes qui ont déjà dû justement se confronter au code de leur marché pour aller jouer à un jeu qui les a amenées où elles en sont aujourd'hui. Mais justement, ce podcast et mon message est particulièrement Mélo Studio est là aujourd'hui pour vous montrer et vous accompagner dans le fait qu'il y a une autre manière de faire les choses. On ne va pas aller s'enfermer dans les codes du top 1% de notre marché. On va créer notre propre marché. Et c'est pas un fantasme, hein. C'est vraiment ce que vivent toutes les clientes après l'accompagnement dans le studio. Chaque fois. Pas parce qu'elles sont devenues plus compétentes, mais justement parce que pour la première fois, leurs signaux sont devenus lisibles, crédibles et magnétiques. Et parce que leur marque, leur image de marque, fait le travail qu'aucun calendrier éditorial n'a su faire. Je vais te laisser avec cette idée. Je conclus encore une fois de manière très tranchante, mais vraiment, c'est ce que j'observe depuis des mois. Le personal branding, il est mort. Pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a réussi. Il a réussi à faire en sorte que tout le monde fasse la même chose. Que tout le monde ait les mêmes hooks, les mêmes piliers, les mêmes carousels, les mêmes call to action, et a réussi à créer un marché où personne ne se distingue, et où l'IA est venue achever tout ça, et vraiment uniformiser ce qui pouvait à l'époque être une marque personnelle ou un levier de crédibilité. Et dans ce nouveau monde, dans ce monde où le contenu est gratuit, où tous les templates sont identiques, où les hooks s'écrivent en 30 secondes, la seule chose qui reste rare, c'est toi, la personne, et comment tu incarnes ta grande vision. Le signal que tu envoies quand tu n'es pas en train de produire du contenu. Alors, arrête de poster pour poster, arrête de suivre des stratégies qui te fondent dans la masse, arrête de croire que tu as encore besoin de te former, ou que plus de contenu va résoudre un problème de perception, qu'une community manager, un shooting par-ci par-là, un relooking vont faire le travail. Travaille ta stratégie identitaire d'abord, construis ton infrastructure, deviens la leader d'opinion et la figure d'autorité de ton business, et pas esclave de ton calendrier éditorial. Et si en écoutant cet épisode, tu as senti que ça te parlait, si tu t'es reconnue dans cette entrepreneuse qui fait tout bien et qui ne comprend pas pourquoi elle stagne même si elle est déjà dans une tour dorée, si tu as compris que le problème n'est pas ta stratégie de contenu, c'est le signal que tu envoies derrière ton contenu. Alors, tu l'as compris, j'imagine, j'ai quelque chose pour toi. Tu pourras retrouver le lien directement dans la description de cet épisode pour accéder à mon audit.
Tu peux également m'écrire directement sur Instagram et je te répondrai personnellement. C'est 30 minutes, toi et moi, en visio. C'est pas un appel de vente, c'est souvent même un appel un petit peu désagréable parce que je vais te dire ce que je vois et ce que personne ne t'a jamais dit. On regarde ensemble ton profil, ton canal d'acquisition principal, ta présence et tes vrais signaux de perception et on fait le test ensemble. On va enfin mettre des mots précis sur l'écart entre qui tu es réellement, ton juste niveau d'expertise et comment tu es perçu et ce que ton image raconte réellement au marché. Parce que la première étape, c'est de voir. Et parfois, souvent, il faut quelqu'un d'extérieur pour te montrer ce que tu ne vois plus et te dire les choses un petit peu désagréables pour croiser le regard business et le regard image. Quelqu'un qui ne va pas juste te dire c'est joli ou c'est pas joli, mais voilà ce que tes signaux racontent et voilà ce qu'ils devraient raconter. Le personal branding est mort et aujourd'hui, construire une marque crédible, ça, c'est tout ce qui va faire la différence en 2026 et sur les prochaines années. Je te dis à la semaine prochaine dans Magnétique et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à nous mettre un commentaire et à nous mettre 5 étoiles. Et je te dis à la semaine prochaine.